Gloranta est un monde imaginaire créé par l'américain Greg Stafford à partir de 1966 qui sera développé dans plusieurs jeux de rôle, notamment RuneQuest. Il s'agit d'un univers mythologique proche du genre de l'heroic fantasy, mais très inspiré de l'Antiquité classique. Un univers riche et foisonnant avec sa propre cosmogonie. Gloranta la guerre des dieux est un jeu de plateau pour 3 à 8 joueurs avec l'extension Empire pour des parties d'environ 2h30. C'est un jeu d'affrontement et de contrôle de territoire fortement asymétrique, chaque panthéon de dieux aura ses forces et ses faiblesses ainsi que ses propres unités et bâtiments. Un jeu d'une grande simplicité puisqu'il n'y a que 4 actions de base mais d'une profondeur stratégique grisante. Les 4 actions seront les suivantes: invoquer une unité, construire, améliorer un bâtiment, se déplacer, combattre, conquérir un bâtiment. Et c'est tout. L'équilibre du monde est bouleversé par la rupture de l'aiguille, une gigantesque colonne parcourant la Terre en son centre qui sera amenée à se briser laissant apparaître la faille du chaos. Du fait de cette instabilité, les différents panthéons de dieux vont s'affronter pour déterminer lequel assoira son hégémonie. Le jeu va s'articuler autour d'événements majeurs que tous les joueurs subiront, mais pas forcément de la même façon du fait de l'asymétrie des panthéons. Les points de pouvoir seront en quelque sorte les crédits pour effectuer vos actions. La partie se termine lorsqu'un joueur atteint 35 points de victoire. L'auteur Sandy Petersen a adapté une mécanique qu'il avait utilisée dans Cthulhu Wars dans un univers Lovecraftien. Ces jeux se distinguent par la démesure des figurines, offrant aux joueurs une expérience unique. On ne peut que ressentir la richesse et le lore qu'offre cet univers à chaque instant. Le but de cette vidéo est de résumer l'intégralité de la règle du jeu de Gloranta en y recensant les spécificités principales. Elle a été conçue comme une aide de jeu à laquelle les MJ et joueurs peuvent se référer et également comme présentation pour les nouveaux joueurs. Installez la map avec les faces appropriées selon le nombre de joueurs. Pour 4 et 7, choisissez une moitié pour le nombre inférieur et l'autre moitié pour le nombre supérieur. Placez l'aiguille sur le tourbillon de Magasta. Killer est là dans l'océan Togaro. Les tuiles Enfer et Dôme Céleste ne sont pas considérées comme des zones de la carte. Mélangez le deck de runes, placez les marqueurs de victoire sur 0 de la piste de score. Suivre les instructions de mise en place sur le plateau Empire de chaque joueur. Le ciel reçoit un marqueur de premier joueur et choisit la direction du jeu. Si le ciel n'est pas en jeu, on détermine le premier joueur au hasard, sauf le chaos qui ne peut jamais être le premier joueur. Des capacités uniques sont disponibles dès le début du jeu. Les faiblesses ne sont pas facultatives et sont permanentes. Lorsqu'une quête héroïque est terminée, le joueur choisit un don à placer sur cet emplacement. Certains dons seront retournés pour montrer qu'ils ont pris effet et sont inactifs. Les dons ne sont jamais perdus. Répéter une quête héroïque ne rapporte rien, à l'exception du ciel qui en possède 2 répétables. Les quêtes héroïques accomplies pendant la bataille octroient des dons à la fin de la bataille. Remarque, la capacité peste du chaos affecte les actions du chaos ainsi que celles des autres joueurs. Les dons et les capacités ne peuvent être utilisés qu'une seule fois dans la bataille ou la phase à laquelle ils s'appliquent. Les dons sont publics, mais les runes peuvent être conservées face cachée. Les runes sont jouées en phase d'action, dans l'ordre de déclaration d'utilisation ou en fin de partie quand c'est indiqué. Dans ce cas, cela concerne uniquement les gains en PV qu'elles octroient. En fin de partie, chaque rune non utilisée rapporte 0,5 PV arrondi au supérieur. Aucun pouvoir n'est nécessaire pour jouer une rune. Une rune prend effet une fois qu'une action d'un autre joueur, par exemple une bataille, est terminée. Pour faciliter l'explication, les points de pouvoir seront appelés PP et les points de victoire seront appelés PV. Dans l'ordre des joueurs, chacun effectue une action et paye le coût en PP sur la piste du plateau de son empire. Pour effectuer une action, un joueur doit avoir au minimum 1 PP. La phase d'action se termine lorsque tous les joueurs ont dépensé l'intégralité de leur PP. Construire et ou améliorer un bâtiment. Payer le coût en PP indiqué pour construire un bâtiment dans n'importe quelle zone libre, maritime, terrestre, dôme et enfer, aiguille, killer est là, sauf restriction spécifique à un empire. Ou améliorer un bâtiment possédé. Interdiction de construire sur le tourbillon et la faille du chaos. Exemple d'amélioration, un hôtel deviendra un temple puis une ziggourate. Il ne peut y avoir qu'un seul bâtiment par zone, à l'exception du nid du chaos. Invoquer une unité. Payer le coût indiqué pour placer une unité dans la zone contenant un de nos bâtiments. Les déplacements. Payer un PP pour déplacer une ou plusieurs unités d'une même zone vers une ou plusieurs zones adjacentes. Toutes les unités peuvent utiliser à la fois des zones maritimes et terrestres. 2 zones reliées par une flèche sont considérées comme adjacentes, à moins que Killer est là ne bloque la flèche. Les zones du dôme céleste sont adjacentes au bord terrestre nord et sud de la map. Déplacement spécifique. L'aiguille, tant qu'elle est en jeu, elle est considérée comme adjacente au dôme céleste et aux zones maritimes qui l'entourent. Le tourbillon de Magasta.
Il n'est pas considéré comme une zone où l'on peut se déplacer. Lorsqu'il apparaît, on peut se déplacer dans une zone maritime adjacente au tourbillon, directement vers les enfers. Enfer. Il est possible d'aller dans n'importe quelle zone des enfers depuis les bords terrestres ouest de la map. Pour quitter l'enfer, il faut avoir l'autorisation de l'unité avec la valeur de combat la plus élevée de n'importe quel joueur, y compris nous-mêmes, dans la même zone de l'enfer, puis se déplacer vers les portes de l'aube correspondant au bord est de la map. Lorsque le tourbillon de Magasta est en jeu, on peut également sortir ses unités des enfers en payant 1 PV en supplément du PP utilisé pour se déplacer. Killer est là. Lors d'une action déplacement, il est possible de déplacer Killer est là à condition d'avoir au moins une unité entrante ou déjà présente sur l'île. L'île peut alors être déplacée vers une zone maritime adjacente. Les ports signalés par les ancres marines peuvent être placés pour se connecter à 0, 1 ou 2 zones terrestres, y compris l'aiguille. Il est possible de ne pas déplacer l'île, mais simplement réorienter les ports. L'île ne peut jamais être déplacée s'il n'y a personne dessus. Déclarer une bataille. Payez 1 PP pour commencer une bataille entre vos unités dans une zone et toutes les unités et ou bâtiments d'un ennemi dans la zone. Pré-bataille. En premier, l'attaquant utilise ses dons et ses capacités de pré-bataille dans n'importe quel ordre. En second, le défenseur fait de même. En 3, n'importe quel joueur neutre qui serait présent sur la zone peut mettre son grain de sel et s'il a une capacité pré-bataille. Jet de combat. Additionner la valeur de combat de toutes les unités de chaque camp. Attaquant et défenseur lancent simultanément autant de dés que la valeur totale de combat. 1 à 3 égale aucun effet. 4 et 5 concernent les déroutes. 6, les kills. Les résultats en surplus seront ignorés. Post-bataille. Résolution du combat. Ajouter les effets de construction, exemple Ziggurat Yelm égale 2 morts après la bataille. L'attaquant résout ensuite ses dons et capacités post-bataille, puis le défenseur fait de même. Les kills sont appliqués en premier. Les joueurs choisissent lesquelles de leurs unités sont tuées, retirées du plateau et remises dans leur réserve. L'attaquant se prononce en premier. Deuxièmement, les déroutes sont appliquées. Les joueurs propriétaires décident quelles unités déroutent. L'attaquant choisit en premier lesquelles de ses unités sont déroutées et le défenseur choisit alors une zone adjacente vers laquelle toutes les unités ennemies en déroute sont déplacées. Puis c'est au tour du défenseur de faire de même et de désigner les unités que l'attaquant mettra en déroute suivant le même processus. Les unités peuvent être mises en déroute en enfer, mais pas en sortir. Déroute spécifique. Si l'Empire des Ténèbres utilise le don Peur, alors toutes les déroutes ennemies se dirigent vers l'emplacement choisi par les Ténèbres, qu'ils soient défenseurs ou attaquants. Conquête et destruction. Un bâtiment peut être détruit ou capturé, remplacé par l'un des siens du même type, si celui-ci n'est pas défendu par l'ennemi qui le possède et à condition d'avoir au moins une unité présente. Un bâtiment peut être directement attaqué en l'absence d'unités ennemies du même type pour le protéger. Dans ce cas, on appliquera juste les éventuels effets post-bataille, déroute et kill du bâtiment. Conquête spécifique, les nids du chaos incrustés ne sont pas supprimés mais sont retournés sur leur côté initial. Ce bâtiment n'ayant pas d'équivalent, il ne peut donc être conquis. Action spéciale. Toute autre action possible définie par un fragment de l'Empire, des dons, des capacités. Même si une action coûte 0 PP, elle ne peut pas être jouée si le joueur ne possède aucun PP. Possibilité de ne pas agir. Si c'est notre tour mais que l'on ne souhaite pas accomplir d'action, on peut descendre notre nombre de PP à 0. Phase de pouvoir. Tous les joueurs vont calculer leur gain en PP. Premièrement, tous les empires sauf le chaos gagnent 1 PP de bénédiction de Gloranta à moins que la faille du chaos ne soit déjà ouverte. Deuxièmement, chaque joueur gagne 2 PP par type de bâtiment en jeu. Les nids du chaos incrustés ou standard égale un seul type. Troisièmement, chaque joueur gagne 1 PP par fragment possédant au moins un don placé. Quatrièmement, certains dons et capacités prennent effet dans cette phase. S'il y a un conflit, appliquez-les dans l'ordre des joueurs. Tous les joueurs accusant un total de PP inférieur à la moitié du joueur le plus riche en PP sont réajustés à la moitié arrondie au supérieur. Exemple, à la fin de la phase de pouvoir, Kevin a 13 PP. Christophe n'a quant à lui que 5 PP. Christophe réajuste alors son nombre de PP à 7. Phase de conseil. Le premier joueur actuel, jamais le chaos, donne le marqueur de premier joueur au joueur avec le nombre de PP le plus élevé. En cas d'égalité, le premier joueur décide, il peut bien entendu conserver le lead. Le nouveau premier joueur choisit le sens du jeu. Deuxièmement, dans l'ordre du tour de jeu, les joueurs gagnent des points de victoire. Plus 1 PV pour chaque bâtiment en jeu, plus 1 PV pour chaque fragment de quête héroïque complété entièrement par les dons. Troisièmement, dans l'ordre du tour de jeu, activez les éventuels dons débloqués et capacités de la phase du conseil. Quatrièmement, la lutte de la faille du chaos.
L'aiguille se brise lorsqu'un joueur atteint 10 PV. Toutes les unités et tous les bâtiments présents sur l'aiguille sont détruits. Retournez la tuile du côté faille du chaos. L'Empire du chaos gagne une rune et le don catastrophe, mais ne compte pas les unités détruites dans la capacité anarchie. Tous les joueurs sauf le chaos choisissent une unité, pas un dieu supérieur, ou un bâtiment en jeu et le placent sur la tuile faille du chaos. Chaque joueur cache un dé indiquant le nombre de PP qu'il engagera dans la faille. Cas spécifique, un joueur misant plus de PP sur le dé que son nombre de PP véritable misera automatiquement 0 PP. Révélez simultanément et additionnez tous les scores sauf celui du chaos qui est soustrait. Les marqueurs de points de PP des plateaux individuels sont ensuite ajustés en fonction des offres faites par chaque joueur. Le ou les joueurs ayant misé le moins de PP perdent également 1 PV. Additionnez la somme des bâtiments et unités de la faille au total des mises précédentes. Cela représente la force investie des joueurs. Lancez un nombre de dés égal au nombre d'empires en jeu pour déterminer la force de la faille. Si la force investie dépasse la force de la faille, alors la faille se referme et la tuile est remplacée par le tourbillon de Magasta. Si la faille reste ouverte, le chaos pioche une carte rune. Si elle se ferme, les unités et bâtiments des joueurs retournent dans leurs réserves. Enfin, vient le grand compromis. Il débute lorsqu'un joueur atteint 20 PV et se répète pour le reste de la partie. Le premier joueur décide s'il doit être le juge. S'il refuse, le joueur suivant a une chance. Tous les joueurs peuvent refuser. Si l'un d'entre eux décide d'être le juge, il divise par 2 son nombre de PP arrondi à l'inférieur, gagne 4 PV et en choisit un autre pour gagner 3 PV, puis 2 PV, et ainsi de suite pour tous les autres joueurs. À partir de 6 joueurs, il est donc possible d'obtenir des PV négatifs. 6ème égale moins 1 PV, 7ème moins 2 PV, etc. Fin de partie. Lorsqu'un joueur marque 35 points ou plus, la partie se termine. Si cela se produit pendant le grand compromis, la phase de compromis continue jusqu'à son achèvement. Si la fin de partie est déclenchée suite à une action d'un joueur, on termine l'action en cours. À la fin de la partie, toutes les runes conférant des PV peuvent être jouées pour leur PV, et les runes non jouées comptent pour un demi-PV arrondi au supérieur. Éjecté de la partie. Si un joueur n'a pas d'unité ni de bâtiment en jeu et qu'il n'y a nulle part où construire, il peut effectuer une action dite de renaissance pour 0 PP et remplacer un bâtiment ennemi par l'un des siens de n'importe quel type jusqu'à et y compris une ziggurat, et peut placer gratuitement des unités jusqu'à 4 PP, sauf le chaos qui ne peut jamais avoir ce problème. Si un joueur quitte la partie, laissez ses pions sur le plateau et consultez la page 81. Voilà, si comme moi vous êtes un fervent amateur de ce jeu, bien n'hésitez pas à me laisser en commentaire vos impressions et anecdotes de partie. Allez, bonne game, et n'oubliez pas de vous abonner.